Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode, un épisode où on va parler de Ruby on Rails avec Guillaume. Salut Guillaume Salut, enchanté. et bienvenue à toi sur Double Slash et comme d'habitude on est avec Patrick. Salut Patrick. Salut à tous. Alors je ne sais pas si tout le monde connaît Ruby on Rails, en fait qui est un framework qui est basé sur le langage de programmation Ruby. On va sans doute parler de tous les bootcamps où il y a surtout un gros bootcamp qui prône et qui enseigne Ruby on Rails. Mais à la limite, avant de partir directement dans le sujet, vu que Guillaume, toi, ça fait quand même un paquet de temps que tu es sur Ruby on Rails, est-ce que tu peux tout simplement te présenter, comment tu es venu à Ruby et qu'est-ce que tu fais maintenant, ton background? Ouais, carrément. Eh ben enchanté. Moi j'ai commencé le dev en 2012 à peu près. Donc j'ai commencé avec du PHP WordPress, un bon gros classique de cette époque-là. Donc voilà, commencé à mettre les mains dans Rails en 2015 parce que je commençais à entendre parler de DHH, de Basecamp, de tout ça. Ça m'intéressait DHH? beaucoup. DHH aussi, ouais, qui était très bruyant à cette époque. Et c'est en fait dans ma première boîte, on faisait du Rails. Et je me suis dit, vas-y, je vais à fond là-dedans. Et depuis que j'ai fait du Rails, je n'ai plus jamais lâché Rails de toute ma vie. Depuis, j'ai fait que ça, concrètement, que du Rails. J'ai fait énormément de Vue.js aussi, et j'ai continué à être super actif dans la communauté PHP, notamment Laravel. Mais voilà, donc du coup, ça fait quasiment 10 ans que je passe un peu ma vie à coder. Voilà, donc c'est un Ouais, peu ma passion, on va pas se mentir. que des Et, bons choix. Que des que bons des bons choix. choix. Vue, Laravel, Rails. Ouais, l'écosystème, en fait, Vue a grandement décollé à l'époque, on y reviendra peut-être grâce à Laravel, parce qu'il a été mis Oui. par défaut dans Vue. Donc le gain a été énorme pour Vue, et voilà. Donc j'avais mis les mains dedans à la base grâce à ça. Et après, j'ai mis dans Rails, j'ai fait pas mal de confs sur ça notamment. Voilà, et là actuellement, je suis lead dev dans une boîte à Lyon qui s'appelle Perangusta. Voilà, donc on fait un SaaS concrètement pour les acheteurs et c'est tout en Rails concrètement avec du stimulus et du hotwire, mais pareil, on y reviendra probablement après. Et voilà, concrètement. Excellent. Le mot. Et juste, on a parlé de DHH. Qu'est-ce que c'est, Est-ce que DHH? Attends, alors Qu'est-ce que non, c'est en fait, DHH? c'est pas qu'est-ce que c'est qui est qui c'est? DHH. DHH en deux mots, c'est le créateur de Rails. Pour remettre les choses dans le contexte, Rails est sorti en 2004. À l'époque, le web c'était très compliqué. Pour faire un blog, il fallait mettre plusieurs semaines, voire mois. DHH a un peu révolutionné la façon d'écrire, enfin de faire des frameworks. Et depuis, il est très bruyant dans la communauté et en fait, il a un peu l'idée, entre guillemets, la façon de développer des frameworks dans le futur. Et il y a énormément de grosses boîtes qui sont basées sur son outil, donc Rails. Par exemple, il y a GitHub, il y a Basecamp, il y a Shopify, il y avait Twitter à une époque, c'est plus le cas. Voilà, donc DHH, c'est un peu notre gourou à tous. Voilà, il a énormément fait parler de lui dans énormément de domaines. Mais par exemple, si vous utilisez Laravel, c'est exactement le même paradigme que Rails, ça vient de là. Voilà, Taylor Otwell s'en est jamais caché, c'est quasiment un copier-coller de Rails. Voilà, en tout cas dans le paradigme, pareil, on y reviendra. Mais voilà, DHH a été très brillant et il est très clivant surtout. C'est quelqu'un qui a un avis très tranché sur énormément de choses et en général, quand il dit quelque chose sur Internet, ça laisse pas indifférent les gens. Mais ça a permis des choses très chouettes, ce qu'il a fait, notamment réduire considérablement la complexité de faire des applications web. Et voilà, il a des avis très arrêtés, notamment sur le JavaScript, sur tout un tas d'outils. Et voilà un peu le personnage. Mais il Après, est très clivant. Ouais. ouais, il est super clivant et pour Mm. remettre aussi un peu dans le contexte, c'est un Danois qui vit aux États-Unis, qui bossait pour une boîte qui s'appelle 37 Signals. Ils avaient des besoins en interne et pour gérer tous leurs projets. Et en fait, ils se sont dit, ben, on va créer un framework par-dessus. Donc, ils ont créé le framework, ils l'ont open sourcé et après, ça a explosé. Et à la base, ils sont aussi sur un outil qui s'appelle Basecamp, qui est sur la Mhm. gestion de projet.
Et en fait, ils ont utilisé Rails pour faire Basecamp et après, ils ont externalisé Rails et on connaît le succès que ça a eu. C'est ça. Rails a été créé dans le seul but de faire Basecamp. Et après, il a été open sourcé quelques années plus tard. Mais c'est toujours d'actualité. Basecamp fonctionne totalement sur Rails. Et en fait, tout ce qu'ils font chez Basecamp finit par être open sourcé. On parlera par exemple d'Hotwire, de Turbolinks à l'époque, de Rails.UJS, de tout un tas d'outils qui ont un peu drivé jusqu'à l'arrivée des frameworks fronts, qui ont un peu drivé l'écosystème web global, bien au-delà de Rails. Et voilà, beaucoup de choses sortent de Basecamp, en tout cas, et voilà, c'est assez intéressant. Carrément. On a déjà parlé un petit peu de l'historique de Ruby on Rails. Ok, on va aller peut-être un tout petit peu plus loin. C'est un framework monolithique basé sur un pattern MVC, modèle vue contrôleur, avec un gros paradigme qui est, est-ce qu'on pourrait dire que le gros paradigme, c'est convention over configuration? Complètement. Rails, c'est basé sur ça. C'est d'ailleurs sa plus grande force et sa plus grande faiblesse à la fois. C'est qu'on dit toujours que Rails est magique. C'est ce qui permet à la fois d'aller vite et à la fois parfois de rendre les choses un peu abstraites. Mais oui, tout est par convention. C'est très dur de sortir des sentiers battus. Et d'ailleurs, le nom Ruby on Rails vient de là. C'est que dans Ruby, on peut faire à peu près ce qu'on veut. Et le nom Ruby on Rails vient de là. C'est pour mettre de l'ordre et de la convention et s'y tenir. Donc oui, complètement. C'est le plus gros paradigme de Rails. C'est ce qui fait grincer le plus dedans et qui à l'inverse, rend aussi... c'est ce qui les gens qui aiment Rails l'aiment en partie pour ça, en grosse partie pour ça. Ouais. Et ceux qui le détestent, c'est un peu pour les mêmes raisons. Et tu vois, par exemple, Laravel a fait exactement ce choix-là de convention over configuration. Over configuration, il y a eu plein de débats et PHP a énormément évolué, bien plus que Ruby. Mais Symfony, par exemple, c'est le choix exactement inverse. Et il y a beaucoup de débats dans la communauté, mais les deux, je pense, se valent et il n'y a pas de... Je pense pas qu'il y ait une meilleure façon de faire que l'autre. C'est surtout je sais pas, je pense du feeling ou des choix. Mais les gens, par exemple, qui aiment Symfony, en général, détestent Rails et un peu inversement. Mais je caricature, mais Alors, en gros, c'est un peu l'idée. à noter, parce que tu parles de Symfony, en fait, moi j'en ai fait au tout début version 1 et qui était complètement Ouais. basée sur Ruby on Rails avec des choses magiques, etc. Où pareil, tu configurais tout en YAML. Et justement, au fil des versions, Symfony a complètement enlevé ça, en fait, et est devenu plus proche de Java, j'ai envie de dire, entre guillemets. Je vais me faire bâcher par les développeurs PHP. Mais c'est vrai, comme tu dis, autant au début, Symfony était vraiment très proche de la philosophie de Ruby on Rails qu'aujourd'hui, c'est complètement l'opposé. Ouais, c'est ça. C'est en Symfony, en caricaturant, si tu veux faire quelque chose, il faut écrire 18 fichiers différents pour... tu sais exactement par quoi tu passes, pour ça que je pourquoi parle tu de passes Java. par là, etc. C'est ça. En Rails, tu fais un fichier, tu as une page qui s'affiche, en fait. Et ouais, la différence entre les deux est majeure. Mais ouais, en fonction des cas, des situations, des équipes, de la taille des équipes et de la maturité des équipes ou du projet, les uns peuvent avoir... Enfin, l'avantage, ça peut être à l'avantage de l'un ou de l'autre, mais ça dépend les cas, quoi. Ouais, Mais après, est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment un choix, c'est un paradigme, je dirais même une façon de coder, une façon de voir le code, une façon vraiment de concevoir ton application, quoi. C'est un ouais, prisme de pensée, quoi. C'est vraiment... clairement. Ouais, clairement. Et d'ailleurs, ça va bien au-delà de Rails. Par exemple, tous les outils qui gravitent autour de Rails ont complètement ce paradigme en tête. Je pense à Turbolinks, Hotwire. Tu le mets, ça marche avec 95% des choses qui sont faites par défaut. Si tu veux sortir dans ces sentiers battus, techniquement tu peux, mais en général, tu n'as vraiment pas envie de faire ça. Et du coup, c'est ça. Le paradigme s'applique à la façon dont sont codées les applications. Même dans ceux qui utilisent Rails, c'est bien au-delà du framework. Et en tant que maintainer de Rails, du coup, parce que je me suis énormément occupé de la partie Stimulus et Hotwire, et surtout Webpacker à l'époque, ça va jusque là-dedans à fond, en fait. C'est-à-dire que par défaut, on veut accompagner le développeur pour qu'il ait la meilleure DX possible. Et voilà. Et par exemple, si vous suivez de près l'écosystème Laravel, Taylor Otwell a complètement cette philosophie en tête. C'est-à-dire que Laravel vient avec tout un tas de choses. Que ça plaise ou pas, ça vient avec un tas de choses, et en 10 minutes, on peut avoir une application en prod qui fonctionne, voilà, avec son lot de problèmes dans l'autre sens, mais n'empêche que voilà, c'est pas lié à Rails, on a ça un peu partout, quoi. Et Alors,
Après, tu vois, sur TurboLink et Hotwire, on va y revenir juste pour introduire le truc. C'est, on va dire, l'injection de de tout le JavaScript moderne, des composants, tout ça, sur un pattern MVC. Comment on allie le meilleur des deux mondes. C'est Mais ça. on va y revenir un petit peu plus loin, carrément. Patrick, tu avais une question? Ouais, en tant que noob sur Ruby on Rails, tu dis que tout arrive et que c'est un peu magique, tout ça, et t'es vachement guidé, mais du coup, est-ce que c'est facile de dévier, d'arriver à... Est-ce qu'il y a une flexibilité au niveau du système pour réussir à faire ce que tu veux, en fait? Ou c'est compliqué? En fait, théoriquement, tu peux. Généralement, tu n'as pas tant besoin que ça. Ou si tu as besoin, tu peux te reposer la question de est-ce que j'ai vraiment besoin de faire ça? Donc, ça peut t'aider à te dire bah, si tu sors trop des rails ou que tu vas trop loin, est-ce que c'est vraiment ce que tu as envie de faire? C'est d'ailleurs ce qui est reproché parfois à certains autres langages en disant bah, comme tu es libre de faire tout, par exemple en Go, c'est un des principaux reproches que certains font à Go, c'est que tu peux tellement tout faire que voilà, bah, parfois tu t'y retrouves, mais t'as pas forcément envie de faire ça, et du coup, chacun code un peu comme à sa sauce, on va dire. Dans Rails, tu peux faire ça, mais l'avantage, c'est que déjà, de ne pas le faire, c'est que tout le monde a à peu près la même vision, c'est-à-dire que quand tu changes d'un projet Rails, quand tu changes de boîte, tu t'y retrouves. Donc oui, tu peux le faire, mais c'est pas que c'est complexe, c'est que tu sais jamais trop si tu sens que tu es en train de construire un peu un château de cartes. Par contre, en tant que créateur de gem, c'est un bonheur parce que tu vois, typiquement, on va faire énormément ce qu'on appelle de monkey patching, donc qui est une insulte en symphonie. Hein. Les gens qui font des symphonies détestent ça, ils vont faire plutôt de l'injection de dépendance, ce genre de choses. En Rails, on va. Je t'arrête juste, Guillaume, parce qu'en fait, des gemmes, en fait, dans le monde Ruby, pour ceux qui connaissent pas le monde de Ruby on Rails, les gemmes, en fait, c'est la librairie. C'est l'équivalent de NPM sous Node. Et ben, dans l'univers Ruby on Rails, Ou de c'est Composer sur PHP. C'est ça. Ou Composer sur PHP. Quand vous faites un Composer install quelque chose, en Ruby, bah, ça sera la même chose, sauf que ça s'appelle une gem, effectivement. Yes. Et du coup, voilà, on va énormément utiliser ce pattern-là. C'est un peu ce qu'on ferait, par exemple, avec les façades dans Laravel, c'est-à-dire qu'on va mettre à disposition des trucs et le développeur va pouvoir s'en servir. Donc là, les gemmes sont pensées pour pouvoir surcharger, justement, ou sortir des rails. Mais en tant que consommateur de gemmes ou consommateur du framework Rails, c'est quelque chose qu'on va avoir un peu tendance à vouloir éviter. Voilà. Je sais pas si c'est. En gros, il te force à rester simple, quoi. En fait, ouais, voilà, c'est ça. Et de toute façon, quand tu commences à développer en Rails, en général, la philosophie, si tu l'aimes pas, en général, tu quittes Rails. Mais si tu l'as, t'aimes bien rester, justement, vouloir absolument être à peu près dans les clous. Parce que c'est quand même confortable de suivre la convention. Tu t'y retrouves de projet en projet. Tout le monde fonctionne à peu près de la même manière, etc. quoi. Et est-ce que tu crois aussi qu'il n'y a pas une sorte de convention sur l'équipe, c'est-à-dire le fait d'onboarder en fait des nouveaux devs ou de faire grossir ton équipe, et ben, le fait d'avoir des conventions hyper fortes, en fait, ça va un peu faciliter la convention, parce que on sait que dans une équipe, on a tous des manières de coder différentes. Ouais. Mais là, en fait, le fait d'avoir un framework qui nous impose cette manière de faire, en termes de vélocité d'équipe, et enfin de vélocité de sortie de nouvelles features, tout ça, tu crois pas que pour l'équipe, c'est aussi vachement facilitant? Ah bah carrément, tu vois, pour reprendre un exemple en dehors de Rails, mais c'est pareil, c'est que je sais pas si vous vous souvenez, hein, enfin moi j'ai pas vécu ça, mais à l'époque, DHH avait fait une vidéo pour faire un blog en moins de 15 minutes. Cette vidéo a eu le même effet que la sortie de l'iPhone en 2007, tu vois, les gens ont applaudi dans la salle en mode on peut faire un blog en 15 minutes, mais comment est-ce possible? Parce qu'à l'époque, vraiment pour faire un blog, il fallait 3 mois et demi, quoi, donc et 225 fichiers. Donc oui, clairement, là aujourd'hui, ce que prône par exemple Rails ou ce que prône Laravel, parce que c'est quasiment les mêmes frameworks à l'exception du langage, oui c'est ça, c'est que en étant tout seul, tu peux monter un SaaS, tu peux commencer à créer de la valeur et avoir une application en prod à la fin de la journée. Ok, il n'y aura pas tout, ok, tu n'auras pas tes règles métiers, tout ça, mais tu auras quelque chose qui tourne et qu'un humain tout seul peut à peu près comprendre comment ça marche, maintenir en termes de DevOps, maintenir en termes de tout ça. Donc oui, clairement, c'est ok, c'est compliqué de sortir des rails. Par contre, tu sais exactement ce qui se passe quand pour une application normale, on va dire.
et avec des besoins normaux, etc., etc. Donc oui, clairement, la rapidité de développement et la rapidité de déploiement, de mise en ligne, etc., etc., c'est un énorme atout. On pouvait le voir déjà à l'époque où justement, quand Basecamp avait besoin de mettre quelque chose à jour ou de déployer quelque chose, ils pouvaient le faire dans la journée. Là où d'autres équipes ou sur d'autres frameworks à l'époque, il fallait déployer. C'était beaucoup, beaucoup plus compliqué. Je ne sais pas si vous aviez connu ça à l'époque, mais c'était un peu la galère, quoi. Donc oui, clairement, la rapidité. Ouais. Ouais, non, mais clairement, t'as parfaitement répondu et tout, c'est super clair. Moi, j'ai été rubiste, je suis passé du côté JS, je suis passé du dark side, du côté dark side. J'ai lâché Ruby on Rails, c'était sur la version 5. Ils sont à quelle version maintenant? Alors là, on est en 7 actuellement. On est en version 7. Mais c'est un peu comme Laravel. Tu vois, aujourd'hui, on va dire que les frameworks, Laravel depuis la version 6 à peu près, on peut la considérer comme mature et dire que, entre la version 6 de Laravel et la version 9 ou la version 5 de Rails et la version 7, il y a des trucs qui ont changé, évidemment. Ça va pas révolutionner le concept. Vraiment, on est sur des frameworks qui sont stables. C'est des ajouts de features. Ouais, ils vont mettre un focus sur la perf ou sur des choses comme ça. C'est ça, c'est-à-dire qu'il va pas y avoir de changement de paradigme, mais en général, on fait une majeure, exactement comme dans Laravel, on fait des majeures pour avoir un peu un effet d'annonce, plus que parce que c'est un breaking change ou parce qu'il y a quelque chose de révolutionnaire. Symfony fait ça, par exemple, tu vois, il n'y a pas de grosse version de Symfony qui sort tous les 4 matins, parce qu'il n'y a pas besoin, en fait. On a déjà les outils dont on a besoin. Tous les outils sont à peu près éprouvés. Et du coup, c'est ce qu'on appelle des boring technologies. C'est que oui, ça marche. Du coup, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Juste, ça fonctionne et ça fait le café, quoi. Ouais, bien sûr. Donc, on est en version 7. L'upgrade de version en version, du coup, ça se passe sans problème aujourd'hui, en fait. Ouais, clairement. Enfin, à moins que vraiment tu es justement surchargé un peu, Ouais, voilà. Ouais. un peu de manière un peu forte tout ton truc. Normalement, les changements de version sont assez simples, clairement. Comme dans la plupart des frameworks monolithiques aujourd'hui, en vrai, passer d'une version à une autre, en vrai, il n'y a plus trop d'enjeux normalement. Ok. Et tu vois, moi aujourd'hui, je fais quasiment que du Vue et du Nuxt, et je suis un gros fan de Nuxt, tu vois. Et quand tu viens de Rails, alors ok, ça fait pas tout seul. Nuxt est en train d'évoluer et c'est parfait. La version 3 va sortir, c'est cool. Mais en tout cas, moi, je retrouve cette convention over configuration, tu vois, où tu mets ton fichier dans le bon dossier. Et bam, il est interprété automatiquement dans une route. T'as pas à configurer ton routeur, t'as pas à configurer tout ça. Le déploiement aujourd'hui se fait aussi super facilement sur n'importe quel provider où ils viennent utiliser des fonctions serverless ou des choses comme ça. Alors on se rapproche un peu en fait alors on en est encore loin, on est bien d'accord, mais c'est des briques où en fait où on vient rajouter, je pense à Prisma par exemple, qui vient en fait gérer ton data model. Ok, là tu as un fichier Prisma qui va déterminer ton data model, qui va te créer tes migrations, tu vas pouvoir les appliquer. Et en fait, on est en train de retrouver un peu cet esprit, je dis bien cet esprit un peu Ruby on Rails, mais on n'y est pas encore, quoi. Tu vois, tu parlais de boring technology, tu vois, et en fait, est-ce qu'on n'a pas été un peu hype driven, tu vois, complètement envoûté avec du vaudou sur du JS, sur tous les frameworks qui nous ont vendu mont et merveille, et au final, on se rend compte que un bon vieux pattern MVC, ça tue le match, quoi. Je peux pas être plus d'accord. J'ai fait pas mal de confs déjà sur ça. C'est que là, tu vois, quand je vois par exemple sur Twitter ou la plupart des blog posts qu'on peut voir ou la plupart des confs qu'on peut voir, en fait, c'est des frameworks qui historiquement, certains sont morts pour la plupart, mais en fait, il y a une hype autour de la résolution d'un problème qui a été résolu il y a 15 ans dans l'écosystème PHP ou Rails ou Ruby ou n'importe. Et c'est-à-dire que là, par exemple, Nuxt est très bien. Il met justement, ça pourrait s'appeler Vue on Rails, c'est quasiment le même, le même principe. Mais oui, complètement. Enfin, c'est-à-dire que là, on va se hyper pour des choses
pour des choses nouvelles, mais en fait, la résolution du problème ou ce qu'on essaye de faire derrière avec ces outils-là, parce que ça reste des outils pour répondre à un besoin et pour créer un business derrière ou ajouter de la valeur, créer de la valeur derrière, clairement, on se hype pour, je trouve, la plupart du temps, pas grand-chose. C'est-à-dire que le routing automatique, bah, ça existe dans la plupart des frameworks depuis très longtemps maintenant. Tout un tas de systèmes existent depuis très longtemps maintenant, mais on a une vague, et on en reviendra sûrement après, de développeurs qui ont voulu faire d'utiliser que des nouvelles technologies, par peur peut-être que justement ils soient difficilement recrutables, etc., etc. On pourra y revenir. Mais clairement, on essaye de répondre aux problématiques, de un peu réinventer la roue, en tout cas, je trouve, sur certains points, sur cette nouvelle techno, parce que c'est plus à la mode de faire du Symfony, c'est plus à la mode de faire du Laravel, c'est plus à la mode de faire surtout du Rails. Rails a pris un gros coup dans l'aile ces dernières années. Mais ok. clairement, quand je vois par exemple ce qu'on peut faire avec Next ou ce genre de technologie, bah, moi, de mon point de vue de Rails, je suis en mode, bah, ok, on le fait What? ouais, end. C'est quoi la suite? Qu'est-ce que tu peux faire de plus ou de mieux ou de plus rapidement, ou comment tu peux créer plus de valeur ou arriver plus vite sur ton marché avec ta technologie? Comment tu travailles mieux avec tes collègues ou en open source avec cette technologie? Pour l'instant, j'ai pas la réponse. Nuxt est très bien, et d'ailleurs Nuxt a le même problème que Rails, hein. Pour sortir des sentiers battus sur Nuxt, c'est assez compliqué. Enfin, du moins, on sent que c'est pas fait pour. Mais ouais, du coup, je suis complètement d'accord. La hype a vraiment drivé notre écosystème, là, les 5. En fait, depuis React, concrètement, depuis 2015 à peu près, 2015-2016. Mais voilà. 5-7 ans, quoi. Et qu'est-ce que tu penses des méta-frameworks un peu type Redwood, en fait, tu vois, où il y a plein de gens, en fait, qui viennent de l'univers Rails, et ils basculent, qui en fait, Redwood, on avait invité Simon, qui fait partie du core team, et en fait, c'était super intéressant. Mais ils utilisent des technos et ils les agglomèrent entre elles pour faire ce méta framework, quoi. Donc, bah ouais, il y a du Prisma, il y a du Storybook, il y a du React. Tu vois, il y a vraiment plein de choses. Toi, ton point de vue de bon rubyiste sur Redwood? Alors, bah, c'est pas Redwood particulièrement, mais oui, clairement, en fait, j'ai l'impression qu'on avait un problème. On y reviendra après, mais on avait un problème. On a essayé de le déconstruire. Et là, on essaye de retrouver la solution pour revenir à des frameworks monolithiques. C'est-à-dire que l'écosystème JavaScript, à partir de React, à partir de Angular et l'explosion de React après, a eu la problématique de, en fait, c'est pas des frameworks où tu as des outils qui sont en place, c'est des librairies sur lesquelles il faut aller connecter des trucs. Et en fait, les équipes se sont retrouvées avec des problématiques où il fallait trouver un moyen d'avoir un routeur, d'avoir un truc pour accéder à des données, pour pouvoir faire des fetch ou des appels réseau ou mettre des choses en cache, ce genre de choses. Et ça sur tout un tas de problématiques. Et en fait, on se retrouve avec des Redwood ou d'autres équivalents dans JS principalement, où ils se disent, bah ok, on a cette problématique de vous devez choisir plein de petites librairies qui sont pas maintenues par les mêmes personnes ou qui ont du mal à communiquer ensemble. Bah nous, on a fait un choix pour vous de toutes ces librairies-là, on s'engage à les maintenir, et du coup, on met tout dans un seul framework. Du coup, on se retrouve un peu à vouloir créer un framework comme un Rails, Laravel et tout ça, mais avec des outils qui sont un peu différents. Et honnêtement, à part pour vouloir faire à 200% du JavaScript, j'ai l'impression qu'on a recréé des frameworks de toutes pièces. Donc ouais, je trouve que c'est un peu Frankenstein comme approche, mais pourquoi pas. Moi, la problématique que j'ai, c'est que tu vois, par exemple, dans l'écosystème de Vue, bah, on va avoir tout un tas de librairies. En général, on le voit dans les packages.json, il y a des dizaines et des dizaines de dépendances. Ils n'ont pas tous le même DSL, ils n'ont pas tous la même approche, ou presque. Alors, dans Vue, ça va encore. Dans React, surtout, c'est flagrant. Tout ce qui n'est pas maintenu par React, et en général, c'est un peu chacun fait à sa sauce. Donc, ça marche bien, mais n'empêche que quand tu arrives dans un projet ou dans une nouvelle équipe, tu dois quasiment tout réapprendre. Et donc ouais, j'ai rien contre, loin de là, ça plaît à des gens. Moi, j'ai un peu du mal avec ça, sachant que moi, je viens d'un écosystème qui est très, très, très conventionné, où on fait les choix pour toi, et le but, c'est pas d'utiliser ou En fait, dans Rails, tu te poses pas la question de comment je fais ça,
tu te poses la question de pourquoi je fais ça. Et historiquement, quand j'ai fait du Vue et du React, parce que j'ai beaucoup fait de React aussi justement à ces débuts-là, dans cette période, je me posais plus souvent la question de comment je suis censé afficher ce bouton ici et comment il est censé se mettre en cache ou comment il est censé faire l'appel réseau, etc., etc. C'était plein de questions techniques. Là où dans Rails, j'avais pas besoin, je me disais, mais qu'est-ce que je veux mettre en place pour mon site, pour mes utilisateurs, pour mon business, etc., etc. Et ça, l'approche a beaucoup changé, je trouve, avec ce genre de framework comme Redwood et compagnie. Et est-ce que tu penses que maintenant, en fait, tu vois, on a une sorte de maturité qui arrive dans cet écosystème où on revient peut-être un peu à la raison et on dit, OK, on va pas recoder la roue parce que même si aujourd'hui on peut, c'est peut-être moins vrai maintenant, mais l'argent coule à flot dans la tech, donc on va pas faire de la tech pour de la tech. Mais on revient un peu à la raison en mode OK, on va se focus sur le business et au final, un bon vieux monolithique, ça fait le taf, quoi. Et est-ce que tu trouves pas qu'on arrive à une certaine maturité? Clairement, je trouve que depuis le Covid, surtout, il y a eu un peu cette. En fait, entre 2015, pour ceux qui l'ont vécu, entre 2015 et 2020, t'ouvrais Twitter, t'ouvrais n'importe quel blog post d'un dev, t'avais pourquoi React c'est mieux, pourquoi Vue c'est mieux, regardez comment. Je sais pas si vous avez vécu ça. Bien sûr. Patrick, ça te fait rire, je pense que Je croyais que tu allais dire il y a un framework JS tous les jours en fait. Mais... Ouais, en plus, il y a eu la JS fatigue et tout ça, mais clairement, il y avait regardez ce que je peux faire quand mon état définit mon interface et regardez, c'est magique. Avant, fallait faire ça, ça, ça et ça en jQuery. Et en fait, moi, je trouve que si on remet un peu de contexte historique avant de parler d'aujourd'hui, c'est que je trouve que si on est passé sur du React, du Angular et du Vue, c'est que déjà, c'est que des grosses boîtes qui ont créé ça. On le dit jamais, mais c'est Google qui a créé Angular et ce pattern, en fait. Et ils ont les problématiques que seulement Google a finalement, qui a 1 milliard d'utilisateurs tous les jours sur son application. On n'est pas beaucoup sur Terre à pouvoir dire ça. Pareil pour React avec Facebook, ils avaient la problématique il fallait qu'ils gardent la raison principale de React, c'est qu'ils devaient rester, les gens devaient scroller à l'infini sur React, et du coup il y avait tout ce système de lazy loading, il y avait le chat en bas, qui a ces problématiques-là. En vrai, on n'est pas beaucoup, et on n'est pas beaucoup à pouvoir se le permettre financièrement. Donc en fait, il y a eu un peu, je trouve, cette haine du JavaScript un peu chiant, du coup, qui marchait bien, mais qui était un peu chiant. Et quand on est arrivé à ça, les gens se sont jetés dessus. Et du coup, on s'est retrouvé avec des devs qui soit faisaient que du front, soit que du back. On a perdu un peu ce côté full stack qu'on pouvait avoir en 2015. Et aujourd'hui, en fait, on se retrouve avec d'autres problématiques qui n'existaient pas avant. Donc, à savoir comment faire communiquer les équipes front, les équipes back, comment faire en sorte que justement les données, comment on transfère les données entre eux. Donc, on a eu GraphQL, on a eu tout un tas d'inventions. Mais ouais, mais en vrai, chouette. Mais clairement. Et en fait, c'est un vrai problème parce que quand tu viens splitter ton front de ton back, en fait, tu mets un layer au milieu, tu mets une couche, quoi. Et après, bah, tout ton debug, il est vachement plus compliqué parce que c'est quoi? C'est en front parce que après, tu as tellement de composants que tu vas mettre, moi j'appelle le back du front, tu vois donc, tout ce système de store. Vas-y, tu vas sortir la phrase dans pas longtemps, je la sens. Et c'est ça. Et je vais la sortir, hein, Patrick, t'inquiète. Donc, tu as ton front, tu as ton back du front, après, bah, tu as ton API, après, tu as ton back qui va traiter. Et en fait, ça amène vachement plus de complexité. Et en fait, bah ouais, tu perds vraiment ce côté hyper rapide, quoi, parce que on est venu rajouter de la complexité. C'est ça. Ce que je dis toujours aux développeurs qui sortent de bootcamp, par exemple, parce que il y a eu vraiment cet effet de vague de nouveaux arrivants sur le marché du dev. Ils ont vu des articles de React de partout, et quand tu ne sais pas, quand tu n'as pas cet historique, tu te dis, bah, tout le monde fait du React. Il y a une offre d'emploi sur 2 qui est en React. Il faut que je fasse du React. J'ai pas le choix, tu vois. Genre, si je veux pouvoir être embauché quelque part, il faut que je fasse du React. Et le pire, c'est que ils veulent faire du React, mais ils sont mauvais en JS. Ouais, ils ont jamais fait. Ils arrivent avec une des technos les plus dures. Et tu vois, ce que je leur dis tout le temps, c'est que quand vous avez fini votre partie front, bah, vous en êtes qu'à la moitié de votre application. Il reste toute la connexion avec le back, toutes les problématiques de transfert de données, d'authentification, de sécurité, de déploiement. Comment, tu vois, je travaillais en freelance j'ai fait un peu de freelance dans une boîte. Quand on déployait la partie back, il fallait gérer justement le versionning de certains trucs. Il fallait être sûr que on catch les erreurs si la route côté back n'existait pas.
dans un framework monolithique, ces problématiques-là n'existent juste pas. Tu déploies, ça marche, tu génères de l'argent. Et ouais, et depuis le Covid, je trouve que les frameworks, en tout cas les frameworks historiques, monolithes, ont un peu regagné en popularité, principalement grâce à Laravel, on va pas se mentir, qui sont très très actifs sur ça, je trouve en tout cas, où ils disent, en fait les gars, est-ce qu'on peut revenir un peu en arrière? Pourquoi on avait besoin de React? Pour faire de l'interactivité, mais à quel niveau en fait? À quel point on avait de besoin de rendre nos apps réactives? Et il y a énormément de frameworks qui se sont développés sur ça, qui s'intègrent parfaitement dans des applications monolithiques classiques. Et on y reviendra, mais je pense à Livewire, Inertia, il y avait Hotwire évidemment avec Turbolinks. Donc tous ces frameworks-là, ils ont pour le discours, ce qu'ils nous vendent, c'est de se dire, OK, vos interactions vont être minimales, vous n'avez pas besoin d'énormément d'interactions pour commencer à générer de l'argent et à vivre de votre business, mais nous, on vous fait le café, on vous fait quasiment tout le travail sans que vous ayez une ligne de JavaScript à écrire. Et ça a été, je trouve que c'est absolument révolutionnaire pour le coup, et c'est la première fois que j'ai un peu un effet waouh depuis 10 ans, concrètement. Parce que quand tu arrives, tu es un développeur tout seul ou tu es 3 dans ton équipe, ta boîte, tu sais qu'elle a 1 an de cash flow pour survivre, et ben ton but, c'est d'arriver le plus vite sur le marché et de commencer à apporter de la valeur à tes utilisateurs. Là où en React, tu vas devoir avoir 2 personnes minimum qui travaillent d'un côté et puis de l'autre. Il faut avoir peut-être un DevOps pour déployer tout ça et que ça tombe pas en marche, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc clairement, voilà, je suis d'accord avec toi. Ouais, mais carrément, tu vois, après, voilà, on arrive à une certaine maturité et c'est évident. Est-ce qu'à la limite, on peut parler un petit peu plus de Hotwire, de Stimulus, tout ça, parce que c'est utilisé en Ruby, c'est utilisé, tu l'as dit, Laravel, Sympho, et est-ce qu'on peut vraiment plonger dans la mécanique en fait de Hotwire, et pourquoi en fait toi actuellement t'as l'effet waouh? C'est quoi Hotwire? C'est quoi Hotwire? Alors, je pense qu'avant de parler d'Hotwire, je vais faire mon petit historien, mais je pense que c'est hyper important pour que les gens comprennent pourquoi on en est là aujourd'hui. Mais j'en ai pour 1 minute. Hotwire, déjà, ça veut dire HTML over the wire. Et c'est le fier héritier descendant d'une technologie qui s'appelle Turbolinks. Turbolinks, ce qui nous vendait, c'était de se dire, OK, vous voulez une application qui soit réactive, donc vous voulez pas de rechargement de page, et vous voulez que quand vous soumettez un formulaire, par exemple dans un formulaire de commentaires, vous voulez pas recharger la page et devoir scroller pour pouvoir voir le commentaire. Turbolinks, ce qui nous vendait, c'était de se dire, en écrivant votre HTML votre boring HTML de manière complètement classique, on va rajouter quelques artifices en JS dont eux s'occupent pour pouvoir ne pas avoir à recharger les pages. Par exemple, tous les liens d'une page étaient catchés, c'est-à-dire que quand tu cliquais sur un lien, une encre classique, tout ce qu'il y a de plus chiant, en fait, le contenu était chargé en Ajax et on remplaçait la page en Ajax. Donc tout ça, on n'avait absolument rien à écrire et ça a donné des applications qui étaient ultra réactives avec pas une seule ligne de JS à maintenir. Il y avait ça pour les formulaires, etc., etc. Sauf que ça a ses limites, on l'a vu, les applications deviennent de plus en plus complexes, on a envie de faire de plus en plus de trucs un peu stylés. Et Hotwire, c'est le descendant de ça, et le but, c'est d'aller encore plus loin là-dedans, donc avec la notion de frame, mais peu importe le concept, on peut voir ça comme des composants, même si c'est pas comparable, mais on peut imaginer ça en composants. On va essayer de découper notre page, et chaque frame, chaque composant va avoir son contexte indépendant, et elle va pouvoir interagir avec le back-end de manière complètement transparente. En tant que développeur full stack, vous n'avez pas à écrire de JS, vous avez juste à agencer des bouts de la page pour qu'elle soit réactive et que vous ayez rien à faire. Donc Hotwire, le concept, c'est de se dire, vous n'avez pas envie d'écrire du JavaScript, vous n'avez pas envie de construire une API, de la documenter, de la maintenir, de savoir quelles données tu envoies à ton front, comment gérer l'authentification côté front, comment déployer 2 apps en même temps. Le but, c'est que tu fasses du back et seulement du back, pour faire simple. Les intégrateurs font leur boulot d'intégrateur, mais l'objectif, c'est de dire, OK, je déploie mon application, il y a de l'interactivité suffisamment pour que ça soit smooth, mais en même temps, tu vas pas recréer Facebook après-demain, quoi. Mais voilà, en gros, l'objectif, c'est de se dire, dans 99% des projets que tu utilises au quotidien sur Internet, ça suffira largement à ce que tu as besoin de faire. Mais le Hotwire, il fait quoi exactement en fait? Parce que si par exemple, tu as un formulaire, tu l'envoies ton formulaire, il fait quoi? Il va chercher le résultat, il découpe le morceau de résultat, il l'insère à la place? Qu'est-ce qui, en fait, je sais pas.
Ouais. En gros, par exemple, imagine, tu as une balise form classique avec une action Ouais. et un endpoint. En gros, ce que ça va faire, c'est que sur tous les formulaires de la page et tous les liens de la page, il va catcher l'événement de soumission du formulaire. Donc un peu comme on le ferait en React. En React, quand tu soumets un formulaire, bah, c'est toi qui gères, le payload, c'est toi qui fais tout à la main, pour faire simple. Et en fait, il va catcher ça, il va aller exécuter la requête, il va prendre la réponse, et en fonction de la réponse, il va tout seul réagencer la page en fonction de ce que tu lui demandes de faire pour afficher un résultat dynamique. Ça marche très bien dans quasiment tous les cas. J'avais fait des vidéos sur ça, si on les mettra peut-être dans les notes. Ouais. En gros, c'était refaire le bouton j'aime de LinkedIn. Tu vois, tu es sur une page, tu scrolls, bah, quand tu cliques sur like, il y a une petite animation et ça met à jour le compteur de like. Donc c'est tout bête. En JavaScript, il faudrait faire une machine à état, probablement avec un fetch, une API, ce genre de choses. Là, tu vas lui dire, OK, je pointe vers une route REST classique. Ça va mettre à jour le nombre de likes. Et le retour, bah, en fait, c'est le back qui va générer la réponse en HTML de retour. On va la prendre et on va la remplacer. On va remplacer le formulaire par cette réponse. C'est tout. Et ça, c'est pas toi qui a besoin de le faire, c'est Hotwire qui fait tout pour toi. Tu as juste à lui dire, c'est ce retour-là de la réponse qui remplacera le formulaire-là. Voilà. Je ne sais pas si je suis clair, mais en gros, l'objectif, c'est de te dire, c'est toi, tu définis qu'est-ce qui remplace quoi, et lui, il s'occupe de tout. Voilà. Ce qu'ils nous vendent, la façon dont c'est pensé, c'est ça. C'est tu enlèves la partie JSON, tu enlèves la partie API, tu enlèves la partie machine à état, tu enlèves la partie build, toute la partie toolchain que tu as en Node avec NPM, ce genre de choses. Tu n'as besoin de rien à part agencer du HTML correctement, pour faire simple. Et donc, par contre, tu peux pas utiliser Vue ou React, machin. On fait vraiment abstraction de tout framework JS. Alors, tu peux 100% utiliser Vue hein, si tu as besoin justement cette notion de frame, si tu veux un bout de Vue.js pour X raisons, tu peux complètement le faire. En général, le but, c'est, par exemple, il y a plein de librairies Vue qui sont très bien pour faire des date pickers, pour faire des color pickers, ce genre de choses. Si tu veux que ce date picker soit en Vue.js, tu peux complètement le faire. Il sera juste chargé au chargement de la page et tu auras Vue.js seulement sur cette partie-là. Donc ce sera un composant Vue classique, par exemple, je sais pas, un picker, et puis bah non, ça va marcher exactement de la même manière que ça marcherait au début du chargement de la page. Donc toute ton application, ça renvoie vraiment tout, ça renvoie des pages HTML comme à l'ancienne, on va dire. C'est juste que certains bouts de la page sont dynamiques et pas d'autres, en gros. Ça, Et c'est lié. Pardon. Vas-y. C'est lié à Ruby. Est-ce que c'est lié à Ruby ou rien à voir? Tu prends le Hotwire et tu l'installes n'importe où. Et ben c'est un peu le problème que Rails a eu historiquement, c'est que tu vois, il y a toujours eu des outils qui étaient vraiment trop bien pensés. Par exemple, Rails.js, TurboLinks, ben, ce que je viens de présenter en fait, on pouvait croire par leur nom que c'était vraiment exclusif à Rails. Et en fait, ils l'ont jamais été. Tu peux très bien faire du TurboLinks en Laravel. Pour ceux qui connaissent GraphiCart, par exemple, ça a toujours été historiquement une application en Symfony. Bon, pas pendant un certain temps, mais depuis qu'il est en Symfony, il a mis Hotwire sur son application. Et en fait, ça marche très bien avec Symfony. C'est vraiment purement JS. Il n'y a aucun lien avec le back. Du coup, on peut s'en servir absolument partout. Et pour l'anecdote un peu rigolote, Symfony, pour ceux qui font du Symfony, donc toi, Patrick, par exemple, as dû avoir entendu parler de Symfony UX, qui est justement la partie JS de Symfony, qui est vraiment complètement basée sur Hotwire. Donc en fait, les gens qui font aujourd'hui du Symfony en mode monolithique classique, donc sans API, tout ça, profitent déjà aujourd'hui de ce qu'on a fait dans Rails. Et bah, ça, c'est trop cool. Ça, c'est trop cool et on peut s'en servir comme ça. Donc ouais, non, c'est vraiment pas lié au back, c'est vraiment une technologie purement front pour simplifier la vie des développeurs back-end, mais on peut s'en servir dans littéralement n'importe quel framework, quoi. Super. Voilà. Mais d'ailleurs, pour l'exemple, c'est un des plus gros projets que j'ai fait en PHP. C'est Laravel Blog sur GitHub. C'est l'un des plus gros projets Laravel de GitHub, si vous voulez aller voir. C'est rigolo parce que pour l'exemple, comme j'aimais bien Hotwire et que je voulais faire une conf sur comment utiliser Hotwire en dehors de Rails, en fait, j'ai refacto. Avant, c'était du Vue et j'ai fait une PR qui ne sert qu'à ça, à enlever Vue pour mettre Hotwire à la place et montrer qu'on peut réduire potentiellement la complexité parce que j'ai plus une seule ligne de JS en fait dans cette application. Par contre, j'ai garder exactement la même expérience utilisateur. Il n'y a aucun rechargement de page. Les commentaires se mettent dynamiquement. Le nombre de likes, ce genre de choses se mettent à jour dynamiquement. Et c'est complètement deux technologies qui sont séparées. Donc ça, c'est trop cool. Voilà. Excellent.
Trop bien. Et aujourd'hui, est-ce que tu vois une différence entre, là on a parlé de Hotwire, mais Stimulus, Livewire, Inertia, Unicorn, tout ça, c'est les mêmes patterns, c'est les mêmes fonctionnements, où ils vont avoir, on va dire, des façons de faire un peu différentes, mais sur le pattern, c'est le même ou pas? Ouais, c'est ça. En gros, en tout cas, l'idée derrière, c'est la même. Par exemple, tu compares Inertia avec Hotwire, le principe est le même, c'est juste que Inertia est très pensé pour faire du Vue.js, mais en vrai, on s'en fiche. Le pattern, c'est ça, c'est éviter au maximum les rechargements de pages, faire des interactions qui sont communes, celles qu'on voit dans la plupart des sites qu'on utilise. Et l'objectif, c'est de réduire la complexité de communication entre le front et le back. C'est-à-dire que quand tu fais de l'inertia, par exemple, toute la communication en API, en ce genre de choses, tu n'as pas à le faire. C'est Inertia qui fait tout pour toi avec les conventions d'Inertia. Donc c'est pareil, convention over configuration, mais l'idée derrière, l'approche, c'est exactement celle-ci. Et pour aller même plus loin, je sais pas si vous avez vu, là, depuis React avait fait un truc, je sais plus comment ça s'appelle pour le coup, mais c'était React Components qui Ouais. il chargeait des components côté source serveur. Donc en gros, l'idée, c'était de pouvoir générer des choses côté serveur pour les renvoyer au front. Donc Mm. pareil, c'est très Frankenstein friendly, mais en tout cas, il y avait vraiment ce côté, cette volonté de remettre un peu plus de choses vers le back. Et voilà, toute la logique reste côté back, et ces outils-là servent à simplifier seulement la communication entre le front et le back, et faire des interactions de base, quoi, concrètement. Ouais, React Component, ça arrive sur la version 18 en fait, et en Mm. fait c'est des sortes d'objets, de components qui sont sous forme d'objets en fait, et après c'est recomposé dans la. Ouais, c'est assez magique, mais encore pas Mm. mal de travail là-dessus. Mais ça arrive bientôt Ouais. là. Mm, mm, mm. Non, c'est ça. Et en gros, l'approche, c'est de se dire, bah, ok, on a certaines problématiques qui sont liées au front, et c'est surtout la communication entre le front et back, pour faire simple. Et là, bah, React Components, c'est une approche qui pourra résoudre potentiellement ce problème. Mais tu vois, on s'est retrouvé dans des problématiques, par exemple les machines à état. C'est un des plus gros problèmes qu'il y avait eu sur React historiquement. Vue avait Vuex qui marchait très très bien, mais des machines à état sur React, il y en a autant qu'il y a d'humains sur Ah Terre, oui, je pense. Et, c'est et clair. du coup, des machines à état, tu vois, on se retrouve dans des paradigmes qui sont fous parce que vous l'avez sûrement vécu dans vos équipes, mais il y avait ce côté où bah, la base de données côté back, c'est elle qui fait foi, c'est l'état des données. On les envoie en API ou en JSON à notre front, et du coup, on se retrouve avec une machine à état de l'autre côté qui va servir à générer l'interface de manière dynamique et tout ça. Et chaque appel API va permettre de régénérer l'interface web, mais le but final, c'est que les deux déjà soient synchronisés entre elles. Et en plus, on avait ce paradigme, mais en fait, ce que tu veux faire, c'est juste mettre à jour dynamiquement une partie de ton interface. C'est pas tu n'as pas besoin de faire des calculs compliqués côté front, parce que de toute façon, tu devras les valider côté back. Du coup, le paradigme, c'est de se dire tout ça, on l'enlève, on garde toutes les machines à état, toute la state machine, tout ce genre de choses, tout reste côté back, et on render tout côté back, et on envoie le résultat côté front, et le navigateur retrouve un peu ce pourquoi il était fait, juste afficher de l'HTML concrètement. Ouais. Ce qui est super intéressant, c'est que on voit en fait sur l'évolution, en fait que la complexité était sur le back. Après, elle s'est déplacée sur le front. Ah, Ça a amené d'autres problèmes. Elle revient sur le back. Et en fait, tu vois, c'est vraiment deux paradigmes où maintenant, en fait, les équipes back vont dire ouais, on va tout faire de chez nous parce qu'on a du Hotwire et machin. Et t'as les mecs du front qui vont dire ouais ben nous avec du Next machin on va faire quasiment la même chose parce qu'on va faire que du JS et en fait on va tout faire aussi tu vois, mais en fait c'est vraiment deux approches quoi, et les deux approches veulent résoudre le même problème quoi, et c'est là où c'est Ouais, super ouais. intéressant, et après nous je pense en tant que développeur il faut se positionner quoi, c'est ok, qu'est-ce qu'on choisit, tu vois, est-ce que on va faire du back et on va faire du front magique, ou on est front et on va faire du back magique, tu vois. Ouais, Et, c'est et, exactement ça. et en fait, c'est Ouais. c'est super intéressant. Par contre, je pense vraiment que ce niveau de maturité en fait et de positionnement en fait en tant que dev, bah, tu peux l'avoir que quand tu as exploré les deux quoi. Tu vois, en clair, il faut jouer avec les deux pour choisir et vraiment arriver à une sorte de maturité
de maturité en termes de skills, quoi. Bah carrément, et tu vois, je sais pas si vous faites du recrutement, en ce moment j'en fais Non. énormément, et tu vois, on a le problème de, c'est ce que je disais un peu en début là, c'est que, en fait, aujourd'hui, avec la hype, avec les blog posts, avec les conférences et tout ça, il y a des développeurs qui n'avaient expérimenté que un des deux côtés. Et ils se disaient, bah ok, en fait, le monolithique, on s'ennuie un peu. C'est-à-dire que toutes les réponses, on les a déjà. C'est pas très sexy, en fait. Ça marche. Et du coup, on se fait un peu chier. Euh, du coup, il y avait ce côté de, est-ce que je vais pouvoir rester, est-ce que je suis encore dans le game dans 5 ans si je continue de faire du Rails et du Symfony? Et ouais, On s'est intéressant. retrouvé du coup avec des gens qui étaient en mode, mais vraiment, j'en ai vu autour de moi à Lyon principalement, qui étaient paniqués en disant, mais si je continue de faire du Symfony, dans 3 ans, je n'ai plus d'emploi en fait. Et pourquoi? Parce qu'ils se retrouvaient avec, j'exagère, mais vous voyez ce que je veux dire, ils se retrouvaient avec des armées de candidats qui arrivaient en disant, bah moi j'ai appris le React, je vois une offre sur deux qui est en React, je veux faire du React. Et en fait, les entreprises étaient face à un choix en disant, enfin, j'en ai vu en tout cas beaucoup comme ça, qui disaient, bah nous on a une techno, quelle que soit, enfin la techno elle marche, elle nous rapporte de l'argent, elle fait tourner notre business, mais on a besoin de recruter parce qu'on a besoin de grandir. Et on se retrouve dans la problématique de, bah en fait on a besoin de recruter, mais on a que des gens qui veulent faire pour caricaturer, qui veulent faire du React. Du coup, bah en fait on est dans le choix de, bah soit on recrute pas et on essaye de galérer à trouver des gens qui font encore notre techno, soit bah tant pis, on mise tout sur React. Et pourquoi je parle de ça? Parce que par exemple, Doctolib, je sais pas si vous avez écouté ce qu'il y avait la conférence entre le CTO de Doctolib et DHH, il disait, bah, en fait, on a du React non pas parce qu'on en avait besoin dans Doctolib. Doctolib, c'est l'application la plus normale techniquement du monde. Hein. Ils font rien de bien fou. Et pourtant, Ouais. de magique, c'est ça. C'est que, en fait, c'est vraiment Doctolib, c'est une caricature pour ça. Et j'adore tout ce qu'ils font là-bas parce que ils disent justement on est une des applications les plus vues de France, comme Le Bon Coin, ce genre de choses. Et en fait, nos besoins techniquement sont minuscules. En fait, c'est que des problèmes de scalabilité qu'ils ont quasiment. Mais la problématique côté expérience utilisateur est quasiment, j'exagère, mais quasiment inexistante. Et du coup, par contre, ils avaient besoin de recruter énormément de gens pour justement parer à tout ça. Et la plupart des gens qui pouvaient recruter, c'était des gens qui faisaient du React. Donc, bah, qu'est-ce qu'on fait? Bah, à un moment, il va falloir sauter le pas et on fait du React, tant pis. Enfin, tant pis ou Ça, pas. c'est très, J'ai très rien fort. Ça, c'est très, très fort. C'est qu'en fait, les boîtes ont été obligées de se mettre à React parce que En fait, par le déficit de candidats, quoi. C'est ça. On a formé trop de front en fait et pas assez de back en gros quoi, ces dernières années. Je sais pas, moi, c'est un peu mon postulat. Je dis pas que j'ai raison, je dis juste que je le vis en tout cas clairement comme ça, dans le sens où avant, historiquement, on avait un peu l'inverse, c'est les boîtes qui drivaient un peu le besoin qu'elles avaient. Et aujourd'hui, avec le Covid, le remote, le télétravail, tout ça, on avait un peu ce paradigme de on a besoin de gens et les gens peuvent être exigeants. Du coup, tu vois, on a beaucoup de candidats qui disent, bah ok, moi là, je suis d'accord avec ce que vous faites, mais dans un an, je veux être formé à ça, je veux être formé à ça, je veux être formé à ça, je veux être sûr d'être à jour. Et il y avait un peu cet effet de hype driven développement en disant bah ouais, vu pourquoi les gens font autant de vues, pourquoi les gens font autant de React, pourquoi les gens font ça, ça, ça et ça. Et quand t'as pas connu quand t'as pas connu historiquement ce qu'on pouvait faire avec Rails ou Laravel ou n'importe quoi, bah t'as pas vraiment envie d'aller sur ces technos-là. Tu te dis bah est-ce que je vais encore être à la page, tout ça, etc. Voilà. Et tu crois pas qu'il y a aussi, tu vois, aujourd'hui, les gros frameworks et les grosses boîtes, on va dire, arrosent à coup de développeur advocate et tout ça, tu vois. Est-ce que, en fait, Facebook, indirectement, tu vois, a poussé son framework à créer énormément de tutoriels et en fait, ils viennent de manière indirecte injecter dans un écosystème de formation et de techno pour en fait devenir le leader et pour limite imposer, mais en soft power, tu vois, imposer leur techno, quoi. Je sais pas, après, de là de dire que c'est un plan, je pense pas, tu vois, mais voilà, mais c'est forcé de constater qu'il y a quand même beaucoup de monde, tu vois, qui pousse le truc, tu vois. Ouais. En vrai, je peux pas dire que c'est vrai, parce que quand tu regardes Rails, en niveau advocate, on est un peu mal placé pour se plaindre de ça, parce que DHH, niveau advocate dans tous les sens, je pense qu'on a assez spammé Internet pour dire que Rails c'était trop bien.
Du coup, est-ce que c'est du soft power? Peut-être, mais je pense que, tu vois, je sais pas si vous aviez vu, il y a les créateurs de React, donc il y a bien longtemps, en 2013, ils avaient fait une interview justement qui disait bah, pourquoi ils ont besoin de React. Et en fait, les gars c'était des développeurs de chez Facebook qui devaient répondre à un besoin. Et pour le coup, React, dans le contexte de Facebook, est super pertinent. En fait, pareil pour GraphQL, les besoins de Facebook d'utiliser sans GraphQL, je sais même pas comment ils faisaient avant. Parce que l'interface de Facebook, parce que le besoin titanesque qu'a Facebook nécessite potentiellement cette complexité-là. Donc du coup, bah, je sais pas, c'est peut-être, je pense, des gars qui voulaient juste mettre à disposition une techno qui, eux, répondait à leurs problèmes. Et comme DHH à l'époque, tu vois, quand il a fait Basecamp avec Rails et qu'il l'a open sourcé, je sais pas s'il y avait un aspect machiavélique derrière ou qui voulait faire du soft power pour mettre tout le monde sur Ruby. Mais en tout cas, ouais, il y a vraiment cet effet de, en fait, c'est un peu ce côté de, tu cours parce que tu vois les gens courir autour de toi, mais tu sais plus vraiment pourquoi on court. On est là en mode, bah, il faut absolument faire du React parce que machin. Est-ce que, tu vois, ce que je dis aux étudiants quand je donne des cours, il y a ce côté de, vous faites du React, très bien. Est-ce que vous savez pourquoi on a eu besoin de créer React? Et là, présente-moi le business que tu veux faire à la fin de... Personne ne parle. Gros blanc. Ouais, c'est ça. Bah, Gros blanc. Ils peuvent pas deviner. Et en fait, quand on leur dit, bah, ok, c'est quoi est-ce que tu peux me pitcher un peu le business que tu as envie de faire, quel SaaS ou app tu veux faire? Bah, en fait, c'est une page statique en index.html suffirait, en fait. Ou un WordPress suffirait mais c'est juste que c'est pas sexy un WordPress. Mais ça fait le café dans 80% des cas, en fait. Donc voilà, il y a un peu ce côté de bah on sait plus trop pourquoi on fait ça, et je dis pas que c'est nul, hein. Moi j'adore Vue, tu vois, j'en ai fait pendant quasiment 4 ans, un peu plus. J'ai contribué à Vue, enfin vraiment j'adorais cette techno. C'est juste que pour remplir mes besoins, pour remplir pour générer de la valeur dans ma boîte ou dans mes projets open source, tout ça, bah Hotwire fait le café dans 99% des cas, tu vois. Ouais. Bah, de toute façon, c'est l'éternel problème. C'est ce que tu disais aussi au niveau du recrutement. Les gars, ils se sont mis à React parce qu'ils trouvaient que des gens qui font du React. En fait, on a toujours tendance à choisir la techno avant les besoins, et alors qu'il faudrait déjà regarder le besoin et après on choisit la techno qui correspond. Et on a toujours ce Ouais, problème. c'est ça. Ah, 100%. Et en plus, avec le Covid, ça s'est accentué. Tu vois, les gens pouvaient changer de boîte en claquant des doigts et en doublant leur salaire. Il y avait ce côté de, ou même certains freelances, tu vois, ils disent, bah, en ce moment, j'ai envie d'apprendre Go. Bah, on va faire du Go. Et c'est très pertinent dans plein de cas. Mais on a eu cette vague un peu de, et c'est pas du tout une critique, hein, loin de là, mais en tant qu'entreprise, bah, on est face à cette problématique de, les gens peuvent choisir la techno qu'ils veulent faire et ce sur quoi ils veulent s'orienter. Et même en interne, tu vois, à ce côté, bah, pourquoi on mettrait pas du Vue? Bah, parce que j'ai envie de faire du Vue, mais très bien. Mais pour le business, qu'est-ce que ça apporte à la fin de la journée, quoi. Voilà. Yes. Et sur ces belles paroles, très claires, sur des débats un peu clivants, mais super intéressant. Non, mais c'est vraiment super intéressant Moi, ce que je vois, tu vois, c'est on a vraiment fait un pas de côté et on regarde un peu sur vraiment l'écosystème, Ouais. qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, l'évolution, bien malin, celui qui sait comment ça va évoluer demain, tu vois. Mais en fait, bien se tenir au courant de ce qui se fait et ce qui s'est déjà fait. En fait, je pense que ça peut vachement nous apporter d'informations et avoir une vue un petit peu plus pertinente sur la techno qu'on utilise, quoi. Clairement. Yes. Très clairement. Merci Guillaume. Merci pour ton retour. Merci à tout le monde. Merci si vous êtes encore au bout de l'épisode, pensez à le partager et à nous lâcher des petits likes qui vont bien. Ça fait toujours plaisir. Et on vous dit à la prochaine. Ciao, ciao. Merci. Ciao. Salut. Ciao. Bye.